Alors, ARCAD, comme son nom l'indique, vise à promouvoir le développement endogène. Le développement endogène par rapport au développement importé que les pays développés, les institutions internationales comme la Banque mondiale et le FMI essaient d'imposer aux pays africains. Nous disons que le développement de l'Afrique doit provenir de l'Afrique elle-même, de ses enfants. Parce que personne ne connaît mieux les priorités de l'Afrique que les Africains eux-mêmes. Et personne ne pourra jamais développer l'Afrique en dehors des Africains eux-mêmes. Et l'Afrique a toutes les ressources qu'il faut pour pouvoir se développer à partir de son propre paradigme. Et c'est pourquoi nous sommes dans cette optique de développement endogène. D'ailleurs, vous savez, nous sommes toujours opposés à ces institutions multilatérales. OMC, Banque mondiale, FMI. Pourquoi? Parce que une des premières raisons, c'est que nous sommes conscients que ces institutions sont contrôlées par les pays développés, les États-Unis et l'Europe en particulier. Et par conséquent, ces institutions ne pourront jamais contribuer à notre développement. Au contraire, on l'a vu avec le programme d'ajustement structurel, avec la Banque mondiale et le FMI, bien avant même la création de l'OMC, que toutes les politiques que ces institutions ont essayé de promouvoir en Afrique ont plongé l'Afrique davantage dans la pauvreté et dans la misère. Et je donne l'exemple des programmes d'ajustement structurel du Sénégal. Pendant 20 ans, on a suivi ce que la Banque mondiale et le FMI faisaient et on a atterri dans le club, je pourrais dire, des pays les moins avancés, selon la classification des Nations Unies. C'est pour vous dire donc que nous sommes toujours opposés à ces institutions. Et quand l'OMC a été créée, nous avons vu là un moyen d'accélérer davantage ce que nous appelons les politiques néolibérales, à savoir ouvrir nos marchés, faire la part belle aux multinationales pour venir piller nos ressources et rapatrier les bénéfices chez elles. Et on a vu que les faits nous ont donné raison. Parce que quand on voit aujourd'hui le fossé entre riches et pauvres, quand on vous dit que quelques individus possèdent autant que la moitié de la population mondiale, ça veut dire donc que depuis que l'OMC a été créé, il y a ce fossé qui n'a cessé de grandir. Et puis, en plus, les fraudes fiscales, les flux financiers illicites qui font passer des frontières africaines des dizaines de milliards chaque année. Au minimum, c'est quelques 60 milliards que l'Afrique perd chaque année sous forme de flux financiers illicites. Mais tout ça, c'est dû aux politiques imposées par ces institutions et par l'Organisation mondiale du commerce en particulier. Et donc, il y a un mouvement de rejet, pas seulement de la part des pays du Sud, mais également des pays du Nord, parce que les règles de l'OMC pénalisent non seulement nos paysans, pénalisent nos populations, mais elles pénalisent également les petits commerçants, les petits entrepreneurs dans les pays développés, dans les pays du Nord. Parce que l'OMC essaie de promouvoir tout ce qui est en faveur des grosses entreprises, des entreprises multinationales. On a vu avec la Covid-19 comment les règles de l'OMC profitent aux grandes industries pharmaceutiques, au point que tout le monde aujourd'hui parle d'apartheid mondial. Et donc, je crois que c'est ça qui a accéléré le mouvement de rejet de l'OMC en disant qu'il est temps que ces règles changent. Que ces règles changent parce qu'elles doivent profiter au développement, elles doivent profiter au peuple. Parce que si le commerce, comme l'avait dit les pays qui avaient promu l'OMC, doit profiter à tous les peuples, mais ça doit servir à leur développement et non à leur appauvrissement. Et donc, ces règles doivent changer pour qu'elles permettent aux paysans de pouvoir vivre de leur agriculture, et notamment nous, que nos pays puissent protéger leur agriculture, que nos pays puissent avoir des politiques d'industrialisation. Or, les règles de l'OMC
interdisent pratiquement à nos pays de s'engager dans la voie de l'industrialisation. Que l'État soit en mesure de prendre des mesures en faveur des populations contre les politiques des multinationales. C'est-à-dire que l'État, que ses prérogatives démocratiques soient préservées et non bafouées comme c'est le cas aujourd'hui. Et même dans les pays développés, vous avez vu, même aux États-Unis, les gens qui Donald Trump et les autres, qui aujourd'hui fustigent ce qu'ils appellent les règles du commerce mondial. C'est-à-dire ce sont les règles de l'OMC qui, aujourd'hui, ne les favorisent plus, au début peut-être. Mais avec la montée de la Chine et d'autres pays du Sud, ils voient que les règles de l'OMC ne profitent plus comme auparavant à leurs entreprises multinationales. Donc c'est tout ce mouvement-là qui fait qu'aujourd'hui, il y a près de 200 organisations, réseaux, qui ont signé une déclaration pour dire que l'OMC doit changer, que ces règles doivent être réformées pour qu'elles favorisent le développement endogène, un développement démocratique, le développement durable. C'est cela aujourd'hui le cri du cœur de la plupart de ces organisations qui sont derrière ce mouvement. Non, mais le problème, c'est pas la personne qui est là-bas. Il y a des règles. Elle est là-bas, elle va appliquer les règles qui sont là. Nous ne nous adressons pas à la personne. On s'adresse aux règles. Une fois qu'on change les règles, que ce soit une africaine, une asiatique, une européenne, une américaine, si les règles sont bonnes pour nous, quel que soit le directeur général, ce sont ces règles-là qui vont s'appliquer. Donc ce n'est pas l'africaine. L'africaine ne pourra pas changer elle-même les règles. Et c'est un mouvement qui a été initié bien avant qu'elle ne soit élue directrice générale de l'OMC. Là où elle est, elle ne fait qu'appliquer les règles. Elle peut essayer de négocier avec le soutien du mouvement social et des pays du Sud pour qu'il y ait quelques améliorations. Par exemple, on a obtenu une dispense pour les PMA en ce qui concerne les brevets. Il y a une dispense qui a été obtenue pour quelques années pour les pays les moins avancés, mais pas pour les autres pays. Et ça, c'est un mouvement qui a été enclenché depuis très longtemps, avant même le départ de l'ancien directeur général brésilien. Donc, si les règles changent, quelle que soit la personne qui est là-bas, ce sont ces règles-là qui vont s'appliquer. Et donc, nous, ce sont les règles, c'est l'institution et pas la personne. Mais vous savez, le RASA, d'abord, à l'origine, rapport alternatif sur l'Afrique. À l'origine, le RASA, c'était un mouvement d'intellectuels en rébellion, pour ainsi dire, contre les politiques néolibérales dont j'ai parlé tantôt, Banque mondiale, FMI, OMC, etc. Et donc le RASA, c'était un mouvement de réflexion intellectuelle au niveau des Africains pour remettre en cause toutes ces politiques qu'on n'a pas cessé d'imposer à l'Afrique depuis au moins une quarantaine d'années. Depuis les programmes d'ajustement, vous savez, la Banque mondiale et les FMI ont commencé à imposer leur politique au début des années 80. Ça fait 40 ans aujourd'hui. Donc le RASA, avec feu le professeur Samir Amin, qui était parmi nous, avec donc la bénédiction de Samir Amin, qui était le leader intellectuel de ce mouvement, c'était de remettre en cause toutes ces politiques. C'était de dire l'Afrique doit penser par elle-même. Il est temps que l'Afrique pense par elle-même. Et donc le dernier rapport sur les souverainetés s'inscrit dans cette ligne-là, à savoir qu'il est temps que l'Afrique contrôle son développement, qu'il est temps que l'Afrique élabore son propre paradigme et soit la force qui met en avant les politiques de développement pensées en Afrique et pas à Washington, pas à Paris, pas à Bruxelles. Tous les décideurs doivent... Je crois que la pandémie, avec ses conséquences, ont pu leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas compter sur les autres. Il est temps que l'Afrique compte sur elle-même. On a vu au plus fort de la pandémie, les frontières étaient fermées. Le problème de l'alimentation s'est posé. Le problème de la santé s'est posé. Si nous ne pouvons pas nous-mêmes prendre en charge ces secteurs vitaux
Qui va le faire à notre place? Donc les dirigeants eux-mêmes doivent se dire, la pandémie nous a enseigné une leçon fondamentale. 2 leçons même fondamentales. La première, c'est qu'on ne peut pas compter sur les autres. La preuve est là, que les politiques néolibérales qu'on nous a appliquées depuis des décennies ne marchent pas, même chez eux. On a vu la revanche, ce que j'appelle la revanche de l'État. Comment les États en Europe, aux États-Unis, ont mobilisé des dizaines, des centaines de milliards. C'est les États qui ont mobilisé des centaines de milliards pour faire face à la pandémie. Et c'est la revanche de l'État. Chez nous, donc, les dirigeants doivent comprendre que les politiques néolibérales sont mortes. Et deuxièmement, leçon plus fondamentale, que l'Afrique doit compter sur elle-même, plus que jamais. Et je crois que c'est ça que les dirigeants doivent comprendre. Qui qu'ils soient. Bien sûr, on peut coopérer avec le reste du monde. On peut toujours coopérer avec l'Europe, on peut toujours coopérer avec les États-Unis, on peut coopérer avec les pays du Sud. Mais d'abord, en comptant sur nous-mêmes, et cette coopération doit être basée sur nos réalités, nos priorités, pas sur celles des autres. Je crois que c'est ça, c'est la leçon fondamentale que la Covid-19 a enseignée à nos dirigeants et aux peuples africains. Et je crois que j'espère très sincèrement que les dirigeants vont comprendre cela et vont commencer à changer leur politique.